Dans cet épisode de Carnet de route, j'explore le passé de Fuding. À travers le commerce du thé, les richesses de la mer ou encore le pouvoir des montagnes, j'ai découvert le lien fort des habitants avec la nature. De retour à Fuding. Avec une industrie du thé aussi massive et lucrative que celle de Chine, de nombreuses familles des régions qui cultivent le thé en sont devenues très riches. Pour prouver ce point, je me rends dans une résidence très impressionnante. Regardez-moi ça! Ça ressemble à la demeure de quelqu'un de très aisé, hein? En fait, cette maison appartenait à un marchand de thé dont l'affaire a bien marché ici, tellement que la superficie est de 5000 m², presque l'équivalent d'un terrain de foot. Et d'après le temps d'aujourd'hui, nous aurons sûrement la place pour nous tout seuls. Ce sont les résidences Cuitiao, la maison de la famille Wu de la bourgade de Bailin. Ce complexe est le plus grand du style dans le sud de la Chine. Mais sa taille n'est qu'un élément de son histoire. Il suffit de regarder de près aux avant-toits et treillis de fenêtres en bois intriqués pour sentir le cachet du travail du bois de la dynastie Qing, et tout cela payé par les ventes de ces simples feuilles de thé. Maintenant, la résidence des Wu est tout sauf vide. L'entreprise familiale n'est plus aussi grande qu'elle ne le fut, et aujourd'hui, quelques membres âgés de la famille seulement restent pour récolter le thé. Ça sent bon. Ce sont des patates. Après le déjeuner, nous allons généralement cueillir le thé. Combien de temps dure la saison de récolte du thé? Environ du début du printemps jusqu'à la fin de l'été. Souvent, quand on vient dans ce genre d'ancienne résidence, c'est plus ou moins un musée. Plus personne n'y vit. Mais c'est probablement, je ne peux pas dire l'un des rares, mais au moins la première résidence ancienne que je vois avec des gens qui y habitent encore. En l'occurrence, ce sont les gens de la famille qui avaient construit la résidence. Et c'est un endroit où on voit en fait une partie de leur vie quotidienne, plutôt que quelque chose qui est juste visité par des touristes. C'était de l'anglais? Oui. Peut-être qu'il y a plusieurs siècles, d'autres anglophones sont venus pour acheter votre thé. C'est agréable de voir qu'après 270 ans, la famille Wu va toujours bien, gardant sa grande résidence habitable et le commerce familial vivant. Mais la famille Wu fait face à un problème qui est partagé par d'innombrables familles à travers la Chine, la fuite de la jeune génération qui a déménagé dans des plus grandes villes.
Il est difficile de dire comment ira le commerce familial dans une vingtaine d'années. Mais avec la nouvelle popularité du thé blanc, il reste encore un espoir. Cette résidence avait près de 200 chambres et il fut un temps où elles étaient remplies par les membres de la famille Wu. Aujourd'hui, c'est très vide, mais je pense que la différence ici est que contrairement à beaucoup d'autres grandes résidences auxquelles on a accès en Chine, celle-ci est habitée par les descendants de la famille Wu. Et la grand-mère d'en bas continue à accueillir le thé, le vendant 4 RMB le kilo. Donc le commerce familial est toujours vivant et bon, presque 270 ans après ses débuts. À suivre, je vais découvrir le succès qui vient de la forme d'un cheval des gens d'une ville. Et je vais parler à un vétéran de la mer qui fait maintenant son commerce sur terre. Dans cet épisode de Carnet de route, j'explore le passé de Fuding. À travers le commerce du thé, les richesses de la mer ou encore le pouvoir des montagnes, j'ai découvert le lien fort des habitants avec la nature. On se fait une petite pause sur la route. L'ensemble de ce lieu est un véritable site pittoresque. C'est très typique de Fuding. Vous avez la mer là-bas, vous avez les plantations de thé avec des gens qui y travaillent dur. En fait, vous avez des montagnes juste sur la côte. C'est quasiment inutile de chercher ces paysages tellement ils sont omniprésents. C'est l'heure de reprendre la route. La mer est aussi importante que le thé pour faire vivre les gens de Fuding. On se dirige vers un bourg appelé Tianxi, à environ 30 minutes pour voir un des temples les plus vieux et les plus grands du vieux Fuding, pour honorer la déesse de la mer Mazu. La déesse de la mer, Mazu, est fortement populaire dans la province du Fujian et à Taïwan, et toute la côte chinoise est dotée de temples dédiés à elle. Des cérémonies sont souvent tenues par les marins qui recherchent sa protection. Aujourd'hui, le bourg de Tianxi a préparé quelque chose d'encore plus spécial. C'est un peu une surprise. À la base, nous sommes venus pour voir ce temple dédié à Mazu, mais il semble que nous sommes tombés sur les répétitions pour une danse de cheval lanterne. Donc je vais voir comment ça se passe. Le spectacle demande beaucoup de préparation. La danse a généralement lieu en octobre et toujours la nuit, d'où les lanternes. Si vous vous demandez pourquoi il s'habille en chevaux, une des théories explicatives vient du proverbe chinois Ma Dao Chang Gong, qui signifie « le cheval apporte la victoire ». Le folklore local comprend cela car il y avait eu de nombreux combats dans la région. À chaque fois que la cavalerie revenait, cela signifiait que c'était une victoire. Avec le temps, les chevals lanternes sont devenus synonymes du succès et de la chance. De nos jours, on demande aux danseurs de cheval lanterne d'apporter le succès aux villes des provinces du Zhejiang et du Fujian.
Nous sommes tous volontaires. Ils vous payent? C'est un secret. Vous ne dansez pas qu'à Fuding. Non. Où allez-vous également? Nous dansons aussi au mont Taimu et dans la province voisine du Zhejiang. Et Shanghai? Pas encore. Nous sommes du Nord. On ira si vous nous invitez. On trouve la danse de cheval de lanterne uniquement à Fuding. Oui, et seulement ici, à Tianqi. Depuis combien de temps existe cette danse ici? Depuis très longtemps. J'ai trouvé plus tard que la danse de cheval-lanterne de Tianqi remonte à 300 ans et a l'habitude d'être jouée par des enfants, comme certains mouvements requièrent de grandes amplitudes articulaires. De nos jours, les enfants sont trop occupés à l'école pour pratiquer. C'est très intéressant. Je ne m'attendais pas à ce que ce temple soit aussi vivant. Oui, il est dédié à la déesse de la mer, Mazu. Mais c'est vraiment un centre communautaire vivant. Vous avez des gens qui jouent aux cartes là-haut. J'en ai vu d'autres buvant du thé et jouant au mahjong. Et apparemment, quand les enfants finissent l'école, ils viennent ici pour jouer au badminton, une toute chose que les enfants font. C'est donc encore très vivant au milieu de la ville. C'est terminé pour les danseurs de chevaux pour le moment. Vous vivez tous dans le coin? Je suis tombé sur ce monsieur ici et je l'ai vu en train de ramasser du bois dans cette casse. Et je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit qu'il achetait tout ce bois de casse et le prend et le casse pour en faire des maquettes de bateaux. Il va me montrer comment il fait, mais apparemment je dois d'abord l'aider à en transporter un peu. C'est aussi fait du bois de casse de tout à l'heure? Non, pas pour celui-là. Je vois. Donc vous devez choisir le bois. Oui, il faut choisir un bois fin pour ça. D'accord. Vous avez toujours été dans ce métier? Oui. Il s'avère que Monsieur Yang est un constructeur de bateaux à la retraite. Il avait seulement 13 ans quand il a commencé à construire des jonques. Maintenant, à déjà 70 ans, il a changé pour la fabrication de maquettes de bateaux en utilisant du bois de casse provenant de bateaux de pêche hors service, et il en fait un bon profit. C'est très impressionnant. Donc ce monsieur âgé a construit ceci lui-même. Il l'a conçu, construit, laqué, et c'est vraiment une œuvre d'art. C'est fait entièrement de bois de casse. Ce n'est pas donné pour autant. Il m'a dit qu'il ne construit ça que pour des gens qui lui commandent spécifiquement, et 10 cm coûte 150 $. Donc je ne sais pas, peut-être que je pourrais acheter un petit bateau comme ça. Mais un bateau de cette taille doit valoir quelque chose comme 2000 $ ou plus. Mais ça vaut véritablement son prix. Donc j'ai demandé s'il y avait une version finie de ce bateau. Celui-ci est quasiment fini. Le mât n'est pas encore terminé, mais on voit qu'il a déjà bien pris forme. Je pense qu'il ressemble bien aux jonques qu'on voit à Hong Kong et au Vietnam. On ne voit plus ce genre de bateau. Tout le monde utilise maintenant de grands navires en acier, mais grâce à ces artisans, vous pouvez voir comment les pêcheurs partaient en mer avec ce genre de bateau. Et personnellement, je crois que j'aime bien cette version. Et c'est plus dans mon budget. Regardez.
À suivre, nous retournons au mont Traimu, où j'ai découvert un cadre qui inspire l'imagination et un thé qui inspire l'esprit. Nous sommes sur la route pour retourner au mont Traimu, parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois que le soleil est sorti durant notre séjour. Le brouillard est parti et c'est tellement bon de voir le ciel bleu à nouveau. Donc nous y retournons afin d'essayer de voir ce pourquoi le mont Traimu est connu. Ça vous rappelle quelque chose? Je vous ai dit que le climat de ces montagnes est très changeant, donc je ne vais plus avoir besoin de ça. Quelle différence le climat peut faire! Par un temps clair, vous pouvez voir tous les rochers fascinants faisant la réputation du mont Traimu. Voyez-vous pourquoi celle-ci est appelée la roche du couple? Donc je suis allé prendre un petit panier de ça. Je pense que c'est une sorte de riz noir glutineux avec du raisin à l'intérieur. C'est la spécialité de la minorité ethnique des Shuo. Je n'en avais jamais goûté avant donc. C'est délicieux. Beaucoup plus que les gâteaux collants. Pas trop sucrés. Je voudrais vraiment en prendre plus. Quand il y a des montagnes, vous trouverez souvent de l'eau. Près du lac du Dragon Émeraude se trouve le temple Guoxing. On dit qu'il y a environ 1000 ans, 360 piliers en pierre étaient là. Ils ont été érigés pour accueillir l'empereur, qui était venu après avoir entendu qu'un membre de sa famille qui avait prié dans le temple et avait donné naissance à un garçon. Ça devait être énorme avant. S'il y avait 360 piliers, vous pouvez imaginer l'ensemble du temple occupant toute la montagne. À l'époque, le mont Traimu était un lieu de retraite où les moines pouvaient se retirer pour méditer et les empereurs pouvaient faire appel au pouvoir du ciel. Pour une personne ordinaire comme moi, il y a toujours ces roches aux formes curieuses pour nous distraire. Je prends une petite pause. Apparemment, certains disent que les rochers derrière moi ressemblent un peu à une planète d'animaux. Vous avez des carpes, des hippopotames. Apparemment, il y a même un enfant qui tète. Vous savez ce que têtent les enfants. Je ne vois rien, mais en tout cas, c'est un bon endroit pour se reposer. Je suis sûr que les empereurs et les moines d'il y a bien longtemps ont ressenti la même allégresse que les gens d'aujourd'hui quand ils atteignent le sommet de cette montagne. Il n'y a qu'une seule façon de décrire cette vue, c'est à couper le souffle.
Quel beau panorama, hein? Les Chinois aiment immortaliser les montagnes comme des gens et des animaux. Mais pour moi, c'est vraiment incroyable de voir ces anciennes formations géologiques, ces rochers et montagnes de granit. À une certaine époque, il y avait beaucoup de temples autour de cette zone avec des moines qui méditaient, et même aujourd'hui, si vous allez en profondeur dans le brouillard, vous pourriez en rencontrer. Ça fait 2 jours que je suis ici et je n'avais jamais rien vu d'autre qui ressemble au mont Traimou. Il paraît que certains restent au pied de la montagne et grimpent tous les jours pour explorer d'autres coins de cette magnifique chaîne. Pour moi, le mont Traimou est un gardien, protégeant Fuding et ses habitants, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. De l'autre côté du mont Traimou, c'est la maison du thé blanc. Monsieur Fang se surnomme lui-même un homme du thé et il s'accroche à la manière traditionnelle de faire le thé. Quel est ce thé? C'est du thé bio, ce thé est sûr. Ah, vous jetez ce qui restait. Oui, c'est de ce matin. Vous avez peu de visites ici? Ce sont surtout des touristes qui viennent. Aujourd'hui, un groupe est venu et vient de repartir. Ça sent bon. Oui, au moins ce sont de bonnes feuilles de thé. Ça sent si pur. Je pense que c'est l'une des caractéristiques du thé blanc. C'est très pur, léger, et quand vous buvez ça, ça vous réchauffe bien. Et je ne peux attendre d'en prendre une tasse. Surtout que c'est gratuit. Ces feuilles viennent de ma plantation de thé. Bien que ce soit de grosses feuilles, elles sont parfumées et riches en nutriments. Ça sent si bon. Je ne peux attendre. Voyons voir ça. C'est si léger. Si vous êtes un passant, ou que vous travaillez dans ces champs, ou que vous voyagez, que vous êtes en vélo et que vous voyez ça, et que c'est gratuit, vous viendrez vous asseoir ici et serez immédiatement relaxé. C'est si rafraîchissant. Je garde mon thé le plus pur possible. Il subit peu de transformation. Après avoir cueilli les feuilles, on les fait simplement sécher au soleil. C'est le meilleur état pour le thé blanc. Le goût n'est pas trop fort. Oui, c'est léger et subtil. Tous les thés ont la même valeur nutritionnelle. Mais le thé blanc est la seule variété qui ne la perd pas durant sa transformation. Les thés noirs et verts sont grillés. Mais le thé blanc demande juste à être séché au soleil. Monsieur Fang dit qu'ici, il y a une tradition de laisser du thé gratuit pour les passants.
À l'époque, il y avait des hommes âgés assis sur le côté de la route offrant du thé gratuit. C'est une vertu traditionnelle chinoise. Donc vous avez maintenu la tradition en vie. On ne voit plus beaucoup de gens faire ça aujourd'hui. Non, il n'y en a pas beaucoup. Comme on fait du thé ici, c'est facile et naturel d'en offrir aux gens. Dans ces temps modernes, vous ne verrez pas beaucoup de gens faire encore ce genre de choses. Qui penserait offrir du thé gratuitement aux passants? Mais avec une tasse de thé, on peut non seulement se faire de nouveaux amis, mais c'est également bien pour soi. Les gens ne vous rendront pas forcément l'appareil, mais au moins ils vous garderont dans leur cœur. Peut-être que je surinterprète, mais j'ai l'impression que la raison pour laquelle les gens comme M. Fang sont si passionnés par le thé blanc est que c'est plus qu'une boisson pour eux. Ils pensent que dans une tasse de thé sont instillées des valeurs simples de la vie. Être pur et chaleureux avec les autres, avec juste une pointe de douceur. Je me sens tellement mieux. Avec mon ventre réchauffé et mon énergie renouvelée, je suis prêt pour la dernière étape de mon voyage, cette fois sur la côte de Fuding, dans le prochain épisode de Carnet de route.